résistance au cisaillement des sols. Notez bien que ces vidéos vous permettent de mieux comprendre le cours. Il est suivi des travaux dirigés ainsi que vous pouvez m'envoyer vos questions sur le forum ou sur mon email. Bonjour, c'est notre deuxième vidéo sur la résistance au cisaillement des sols. Dans le vidéo précédent et après l'introduction, on a vu les contraintes qui agissent sur le plan du cisaillement et on a défini les contraintes et le critère de rupture de Morcoulomb. Et dans ce vidéo, on s'intéresse à connaître les contraintes à la rupture et de définir les deux principaux paramètres de la résistance au cisaillement des sols. Plusieurs chercheurs ont proposé des solutions pour décrire le critère de rupture, tels que Tresca, von Mises, Morcoulomb et des autres. Parmi ces solutions, la plus connue est celui de Morcoulomb, comme il s'agit d'une solution graphique pour définir ce critère de rupture dans les sols secs et saturés. Un rappel sur le critère de rupture de Morcoulomb. Le physicien Coulomb a réalisé des expériences qui lui permettent d'évaluer la résistance au cisaillement de sol à la rupture, le long d'un plan de cisaillement. Il a formulé la relation suivante, connue sous l'équation de Coulomb, où C représente la cohésion et phi l'angle de frottement interne du sol. Comme on a dit dans le vidéo précédent, que les contraintes verticales et horizontales agissent sur un élément de sol, induit un plan de cisaillement ayant un angle d'inclinaison phi par rapport à l'horizontale. Et sur ce plan de cisaillement ou de rupture, une contrainte tangentielle tau, qu'on l'appelle résistance au cisaillement, et une contrainte normale sigma n se développent afin de maintenir l'équilibre dans le sol. On suppose que l'aire du plan de cisaillement égale à 1. On peut déterminer mathématiquement les deux contraintes tangentielles et normales par les équations suivantes. Mais grâce aux critères de rupture de Morcoulomb, on peut déterminer graphiquement l'état de contrainte tangentielle et normale dans un plan qu'on appelle plan de Mohr, aussi appelé plan image, proposé par Christian Otto Mohr en 1882, dans lequel l'axe horizontal représente l'axe des contraintes normales et l'axe vertical représente celui des contraintes tangentielles. Sur ce plan de Mohr, on représente les contraintes sur les facettes principales majeures notées sigma 1 et mineures notées sigma 3 sur l'axe des contraintes normales. Lorsque l'angle phi varie, tandis que ces contraintes sigma 1 et sigma 3 restent constants, les contraintes normales sigma n et tangentielle tau, déterminées de deux équations mathématiques, traçant un cercle sur le plan de Mohr, qu'on l'appelle cercle de Mohr. Il s'agit d'une représentation graphique des contraintes en équilibre agies sur le plan de cisaillement. Le rayon du cercle et sa position dans le plan de Mohr dépendent de deux contraintes verticales et horizontales ou respectivement majeure et mineure sigma 1 et sigma 3. Ainsi, la connaissance de l'angle phi nous permettant de placer sur ce cercle le point dont les coordonnées correspondent aux contraintes normales sigma n et tangentielles tau à l'état d'équilibre. Donc, le cercle de Mohr représente l'état de contrainte, c'est-à-dire l'ensemble des contraintes normales et tangentielles agies sur le sol, ainsi que le point de rupture du sol. Maintenant, on va étudier un sol à l'état de rupture. On va présenter sur le repère de Mohr l'état de contrainte des éléments de sol situés à des profondeurs différentes sur la courbe de cisaillement ou de rupture. Le premier point, représenté par la couleur bleue,
se situe en haut de la courbe de cisaillement, sous la fondation. Si on trace le cercle de mort de ce point, on peut déterminer les contraintes normales et tangentielles à la rupture ainsi que le point de rupture. Maintenant, étudions le deuxième point qui est plus profond que le premier. Pour ce point, l'état de contrainte verticale ou majeure sigma 1 est plus grand que celui du premier point. D'où, automatiquement, le cercle se déplace vers la droite et son rayon agrandit. Et dans ce cas, le sol résiste davantage et les valeurs des contraintes normales et tangentielles sont plus grandes. Le troisième cercle de mort représentatif de l'élément du sol le plus profond est plus grand que les précédents. Il montre que le sol résiste mieux aux sollicitations, comme les contraintes normales et tangentielles de ce point sont les plus grandes. Grâce à ces cercles, on peut présenter chaque point du plan de cisaillement dans le repère de mort. Et pour cette présentation, il existe une courbe qui relie les points de rupture, forme une enveloppe nommée courbe enveloppe de rupture de mort. La plupart de ces enveloppes ne sont pas vraiment linéaires. Elles présentent une légère courbure. Par contre, que l'équation de rupture de Coulomb est linéaire. En mécanique de sol, on peut ajuster cette enveloppe par une droite qui représente l'équation de Coulomb. Et la nouvelle courbe enveloppe sera nommée courbe enveloppe de rupture de Moore-Coulomb. Cette droite est la tangente des cercles de mort. Afin de caractériser la résistance de cisaillement des sols, dans la réalité, il n'existe aucun essai nous permettant de déterminer l'angle de frottement de chaque point sur le plan de rupture. Mais les essais nous permettent de déterminer la courbe enveloppe de rupture de Moore-Coulomb ou, autrement dit, la droite intrinsèque. À partir de cette droite, on peut déterminer les paramètres du sol à la rupture. Ces paramètres sont l'angle de frottement interne phi, qui représente la pente de la droite et s'exprime en degrés, et la cohésion C du sol représente la valeur à l'origine de la courbe enveloppe. Quelques remarques sur les critères de rupture de Moore-Coulomb. Les cercles de Moore présentent l'état de contrainte du sol à n'importe quelle profondeur ou situation dans le repère de Moore, présentant quelques cas. Pour un sol à l'équilibre, sans surcharge, l'état des contraintes est représenté par le cercle blanc. Si on surcharge le sol par un remblai présenté par la couleur bleue, le diamètre du cercle de Moore, que représente l'état du sol qui est encore en équilibre, est plus grand. Si on augmente davantage les surcharges, ou le sol reste encore à l'état d'équilibre, le diamètre du cercle sera encore plus grand. Si on augmente de plus les surcharges pour atteindre l'état de rupture, le diamètre sera encore plus grand et le cercle de Moore est tangent à l'enveloppe de rupture. Et il correspond à la condition de rupture. Pour les trois premiers cas, sans surcharge et avec les deux premiers surcharges, les cercles sont situés en dessous de la courbe enveloppe de rupture, dans le domaine stable, donc pas de rupture du sol pour ces cas. Il est impossible de trouver un cercle qui déborde l'enveloppe de rupture, car si on atteint l'état où le cercle est tangent, c'est déjà le sol rompu. Présentons maintenant les paramètres de la résistance au cisaillement des sols, qui sont l'angle de frottement interne phi et la cohésion C. Avant tout, je veux vous définir ces paramètres. L'angle de frottement interne phi est l'angle que fait la réaction du sol avec la contrainte normale du sol. Il s'agit d'un caractère plutôt des sols pulvérulents. Sa valeur dépend principalement de la compacité, de la granulométrie et de la forme des particules des sols. La cohésion C
et la force de cimentation naturelle ou force d'attraction entre les particules des sols. Elle contribue à coller les grains les unes contre les autres. Il s'agit d'un caractère des sols cohésifs. Sa valeur dépend principalement de la teneur en eau. Comme on a vu, ces paramètres dépendent de nombreux facteurs, tels que la nature, sol cohésif ou pulvérulent, et son état, ainsi que les conditions de drainage du sol, c'est-à-dire sol drainé ou non drainé. Commençons par les conditions de drainage de l'eau, où on va la détailler plus tard. Donc, s'il y a un drainage, c'est-à-dire absence de l'eau dans le sol est sec, on va travailler avec les caractéristiques effectives. S'il n'y a pas un drainage, c'est-à-dire l'eau reste emprisonnée dans le sol est saturé, on va travailler avec les caractéristiques totales. Ainsi, comme les paramètres de rupture dépendent de la nature des sols, quel que soit pulvérulent ou cohérent. Pour cela, on va étudier l'état d'équilibre limite de chaque type de sol. Commençons par les sols pulvérulents. Les particules de ces sols sont visibles à l'œil nu. Ils regroupent le silt, le sable, le gravier, les cailloux et les blocs. Ces sols sont des sols perméables et indépendants de la teneur en eau dans ces sols, ils sont toujours drainés. Donc, on va employer les caractéristiques effectives C' et Φ'. De même, ces types de sols se caractérisent par une cohésion nulle et leur résistance au cisaillement est assurée par le frottement et l'enchevêtrement des particules, donc par l'angle de frottement interne effectif Φ'. Et son équation du critère de rupture est en fonction de l'angle de frottement et la contrainte normale effective. La courbe de rupture au intrinsèque passe par l'origine. Parlons maintenant des sols cohérents. Les particules de ces sols sont extrêmement difficiles à observer à l'œil nu. Ils regroupent les argiles et les marnes. Ces sols sont des sols peu perméables. Les paramètres de la résistance au cisaillement sont influencés par les conditions de drainage et la teneur en eau. Quand le drainage est nul, l'eau reste emprisonnée dans les vides, donc le sol est saturé. Dans ce cas, la consolidation n'est pas possible et l'eau empêche les particules de se rapprocher. Dans ces conditions, lorsque les contraintes augmentent, la résistance au cisaillement reste constante et seule la pression interstitielle augmente pour équilibrer les forces. Dans ce cas, quelles que soient les contraintes principales qui agissent à la rupture, la résistance du cisaillement du sol reste constante. Elle est effectuée seulement par la cohésion, dit cohésion non drainée. Donc l'équation de critère de rupture est égale à la cohésion non drainée. Et l'enveloppe de rupture des sols non drainés est représentée par une droite horizontale. Maintenant, si le drainage est possible, c'est-à-dire que l'eau s'évacue du sol, nous sommes à l'étape de consolidation et les surpressions interstitielles sont négligeables. Le volume du sol diminue et les grains solides se rapprochent les unes des autres et la résistance du cisaillement augmente. Dans ce cas, toutes les charges appliquées sont reprises par les particules solides et les contraintes induites sont des contraintes effectives. Et l'équation du critère de rupture s'exprime par la cohésion et l'angle de frottement effectif. Comment peut-on choisir les paramètres de la résistance au cisaillement? Rappelons que ces paramètres, l'angle de frottement interne et la cohésion, servent à calculer la capacité portante des fondations superficielles et profondes, la stabilité des ouvrages de soutènement, les glissements des terrains,
tels que la stabilité des talus, pentes et barrages. Le choix des paramètres de cisaillement CFI dépend de plusieurs facteurs. La vitesse à laquelle les charges sont appliquées sur le sol, la perméabilité du sol et les conditions de drainage. Pour les sols pulvérilants, qui sont des sols suffisamment perméables, on utilise généralement les paramètres effectifs, ainsi que ces sols se caractérisent par une cohésion nulle et leur résistance au cisaillement est assurée par un seul paramètre, l'angle de frottement interne effectif. Et pour les sols cohérents, on a deux cas. Le premier, si on applique les charges rapidement, l'eau ne s'évacue pas des sols. On utilise les paramètres apparentes. Pour les sols saturés, la résistance au cisaillement s'effectue seulement par la cohésion non drainée. Et pour les sols non saturés, elle s'effectue par la cohésion apparente et l'angle de frottement apparent. Et pour le deuxième cas, quand l'application des charges sur les sols cohérents est suffisamment lente, l'eau peut s'évacuer du sol et on utilise les paramètres effectifs, C' et Φ'. Comme on a vu que le choix des paramètres de cisaillement dépend des conditions de drainage et de l'application des charges. Au début des travaux, à la phase initiale de chantier, ou les premiers mois ou années de vie d'un ouvrage, l'eau interstitielle reste emprisonnée dans le sol. Il n'a pas le temps de sortir. En mécanique de sol, on appelle l'étude dans cette phase le calcul à court terme. Et l'évacuation de cette eau interstitielle du sol nécessite un temps très long, qui dépend de la charge appliquée et de la perméabilité du sol. Cette phase correspond à la phase finale après quelques mois à quelques années pendant laquelle l'eau a eu le temps de s'évacuer du sol. On appelle le calcul de cette phase en mécanique de sol calcul à long terme. À court terme, l'eau reste emprisonnée dans le sol. Il s'agit alors d'un comportement non drainé, pour lequel les études sont effectuées en contrainte totale et par les paramètres apparents. Et à long terme, l'eau s'évacue du sol. Il s'agit alors d'un comportement drainé, pour lequel les études sont effectuées en contrainte effective ou par les paramètres effectifs. Pour les sols pulvérilants, où leur perméabilité est très élevée, le comportement à court terme correspond à une période très courte. Donc, quels que soient les calculs s'effectuant à court ou à long terme, on utilise les paramètres effectifs. Par contre, pour les sols cohérents, où leur perméabilité est faible, les calculs sont effectués à court ou à long terme selon le cas d'étude. Dans le prochain vidéo, je vais vous présenter les principaux essais effectués in situ ou en laboratoire pour mesurer les paramètres de la résistance au cisaillement des sols.